Ils ont contribué à casser beaucoup de choses sans le vouloir, encore une fois. Casser sans doute l'espace public, certains mécanismes électoraux, on l'a vu, peut-être le rapport des adolescents à leur écran, enfin, tout ça a cassé. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Les médias se transforment la société en même temps que la société les transforme profondément. Ils sont aujourd'hui plus que jamais une des forces structurantes qui vont changer la façon dont on échange, la façon dont on apprend et la façon évidemment dont les opinions politiques, dont les votes se fabriquent. Plus que jamais, les médias sont au centre des enjeux contemporains et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un des tout grands spécialistes de ce sujet, Bruno Patinaud. Bruno Patinaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de l'IEP de Paris, diplômé de l'ESSEC, vous êtes titulaire d'une maîtrise universitaire en relations internationales de l'université Johns Hopkins et d'un doctorat en sciences politiques de l'université Paris 3. Vous avez commencé par travailler à l'ONU entre 1991 et 1994. Vous avez été chargé de mission à la direction internationale de Canal+, vice-président du groupe Le Monde, directeur de la rédaction de Télérama, directeur de France Culture et de France 5, puis directeur de l'école de journalisme de l'IEP de Paris entre 2007 et 2020. Donc jusqu'à il y a très peu de temps. Vous avez rejoint Arte France en 2015 pour devenir le directeur éditorial. Depuis 2020, vous êtes le président du directoire et président du groupe depuis 2021. Donc on voit que c'est formidable. Vous avez une connaissance très large des médias, à la fois télévisuels, radio, presse. Vous avez publié, je ne sais pas si c'est votre plus grand succès de librairie, mais celui dont on se souvient encore de façon très vive, La civilisation du poisson rouge, un petit traité sur le marché de l'attention, naturellement nous en parlerons. Télévision en 2016 chez Grasset, La condition numérique avec Jean-François Fogel en 2013 et Une presse sans Gutenberg, Grasset en 2005 avec Jean-François Fogel aussi. Déjà en 2005, c'était visionnaire d'avoir, on ne se rend pas compte combien en 2005, on n'avait pas bien compris encore ce qui était en train de se passer. Alors, les confinements successifs, pour commencer, ont changé beaucoup de choses dans nos comportements. On a été beaucoup assignés à résidence et assignés à résidence, nous avons consommé plus que jamais des médias en ligne, des concerts virtuels. Alors, est-ce que vous croyez que ça a réellement changé les habitudes? Est-ce que le Covid marquera vraiment, du point de vue des médias, un avant et un après? J'ai tendance à dire oui et non. C'est-à-dire, je pense que d'abord du point de vue des comportements, c'est un peu trop tôt pour le savoir. L'intuition qu'on peut avoir ces jours derniers, c'est que fort heureusement, notre appétence, on va dire, pour la vie réelle et pour la capacité qu'on peut avoir à se rencontrer, interagir de façon personnelle, a été encore renforcée par l'éloignement forcé. Donc du côté, si j'ose dire, de la demande, en tout cas de nos actions personnelles, j'ai tendance à penser que la surconsommation d'écran n'a pas forcément modifié durablement notre rapport dans l'équilibre entre l'écran et la vie réelle, ou peut-être nous a rappelé que la vie réelle avait vraiment des avantages et surtout proposé une expérience à nul autre pareil. En revanche, du côté de l'offre, je pense vraiment qu'on a assisté là à une accélération de la plateformisation du monde. C'est-à-dire que vraiment, vous savez, si on prend une image dans une étape de montagne du Tour de France, eh bien, ceux qui font la course en tête, tout d'un coup, s'échappent et le peloton est derrière. Et je pense qu'on a vraiment franchi en un an peut-être 3 ou 4 ans de plateformisation du monde. Dans le domaine des médias, c'est une évidence. Quand on dit les médias, c'est l'information, le divertissement et la culture. Dans le domaine de l'éducation, c'est apparu de façon extrêmement importante. Dans le domaine de la santé, dans le domaine des rapports sociaux en général. Je crois que là, ce qui s'est passé pendant ce moment-là, cette compression temporelle de la plateformisation du monde marque vraiment un avant et un après, oui, ça je le crois. Alors est-ce qu'il faut donc le déplorer, cette plateformisation? Parlons-en, donc une polarisation de plus en plus grande, des grands acteurs donc, qui sont de plus en plus importants.
On peut déjà d'ailleurs citer Amazon qui s'intéresse de plus en plus aux médias, qui utilise Prime Video comme argument pour faire venir sur sa place de marché et qui visiblement va continuer à être, grâce à sa capacité extraordinaire financière, à absorber des catalogues qui font de lui de facto un acteur majeur des médias. Comme toujours, si vous voulez, tout ça est très protéiforme en réalité. Alors on peut prendre chapitre par chapitre. On va dire d'un point de vue économique, on est dans le moment des plateformes mondiales. Et la question qui se pose, et qui se pose tant, j'allais dire, aux consommateurs ou à l'utilisateur qu'aux régulateurs, voire d'ailleurs qu'à l'investisseur, c'est de savoir si le seul modèle de plateforme possible est un modèle mondial. Et donc, si dans chaque domaine est comment dire, destiné à être dominé par un acteur, ou deux ou trois acteurs mondiaux, voire même si à un moment donné on parie sur le fait qu'il y ait trois Internets, un Internet américain, un Internet chinois et peut-être un Internet européen, trois modèles, mais peu importe, la réalité c'est de savoir est-ce que le modèle est forcément mondial ou est-ce qu'il peut être local, est-ce qu'il est forcément de puissance ou est-ce qu'il peut être aussi affinitaire. Et je pense que si on prend déjà cette problématique de la taille, ce qui se joue en ce moment, c'est les mouvements d'acteurs pour essayer de voir si le seul modèle est mondial ou pas. Vous parliez d'Amazon qui a racheté MGM, donc ça c'est pour continuer à être dans la course à la plateforme mondiale qui aussi produit de façon, j'allais dire, c'est à la fois une mondialisation de la plateforme et une verticalisation de sa plateforme, c'est-à-dire qu'en fait du producteur jusqu'à l'interface utilisateur et la maîtrise de la data utilisateur, vous verticalisez et mondialisez, donc ça c'est le modèle, j'allais dire, presque omnipotent, mais vous avez eu d'autres mouvements qui peuvent être le mouvement TF1-M6 ou le mouvement en miroir de Bertelsmann qui visait à dire nous on va plutôt parier sur une plateforme, j'allais dire locale, en tout cas nationale, c'est-à-dire essayer d'avoir une plateforme au niveau national. Et puis vous avez d'autres modèles de plateformes affinitaires. Vous avez mentionné que je travaillais chez Arte. Oui, chez Arte.tv, on essaye d'avoir une plateforme affinitaire, c'est-à-dire de dire bah non, notre but c'est pas la puissance, c'est vraiment la pertinence et l'affinité. Et donc ce qui se joue en ce moment, premièrement, c'est de savoir est-ce qu'il y a un seul et unique modèle de plateforme ou est-ce que finalement la plateformisation générale induit plusieurs modèles possibles à partir du moment où les cadres juridiques, les cadres financiers, les cadres réglementaires en général le permettent. Ça c'est la première question et elle est économique. Ensuite, vous avez la question de, j'allais dire, de la façon dont se structure la plateforme elle-même. Il n'y a pas un seul modèle de plateforme aujourd'hui, vous avez des modèles de plateforme sur abonnement et vous avez d'autres qui sont liés à la publicité, vous en avez des troisièmes qui sont collaboratifs, purs, sur modèle économique, et là aussi les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Donc ce qui se joue là aussi, c'est est-ce qu'il y a un seul modèle économique pour la plateforme, deux, trois. Aujourd'hui on voit bien qu'il en existe deux, un modèle d'abonnement et un modèle publicitaire d'économie de l'attention qui peut effectivement là, dans le but de capter le plus possible l'attention des gens et leur temps, amener par des raisons mécaniques qu'on peut expliquer à la fois une certaine forme de dépendance et en tout cas une forme de polarisation. Mais tout ça, ça nécessite à être étudié, si vous voulez. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on est à l'aube de création, on va dire, de cette plateformisation générale, mais qu'il n'y a pas encore... on n'est pas à la fin du match, quoi. C'est-à-dire que les différents modèles tentent leur chance, les acteurs publics, politiques, sociaux essayent de voir comment aussi contrebalancer les effets néfastes. Moi, je suis absolument persuadé qu'on verra cette époque-là comme une époque qui... on va dire, peut être comparé à l'émergence du capitalisme industriel de la fin du 19e, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en ce moment se joue le cadre des 50, 60, 70 prochaines années et avec tous les acteurs qui jouent leur rôle en ce moment.
Oui, parfois on a même envie de penser au Far West un petit peu aussi. Hein. Il y a cette idée de frontière et puis il y a des modèles qui se cherchent et qui se Il y a des modèles qui sont se cherchent concurrence. et puis si vous voulez, on contrebalance. Prenons un exemple, puisque vous parliez de polarisation. Donc évidemment, parlons des grandes plateformes sociales, parlons par exemple de Facebook ou autres. On voit bien, Facebook, c'est, on va dire, juste presque de façon paroxystique, le modèle de l'économie de l'attention. Donc effectivement, utilisation des algorithmes qui visent, encore une fois, à maximiser le chiffre d'affaires. On ne peut pas en vouloir à une entreprise d'utiliser un outil pour maximiser son chiffre d'affaires, à un moment donné où cette chose-là n'est pas régulée, n'est même pas étudiée, même pas connue. Donc on arrive dans... On n'avait aucune idée de l'effet que ferait ce qui n'était finalement qu'un trombinoscope au départ, mais devenu mondial. Devenu mondial, qui cherche à se financer à un moment donné par la publicité. La publicité devient ciblée, donc pour être ciblée, elle connaît un peu votre data utilisateur et donc elle vise au plus près de ce qu'elle pense être vos tripes, on va dire ça comme ça, vos besoins, vos tripes, vos envies ou autres. Et ce faisant, petit à petit, elle vous enferme. Alors, dans des bulles cognitives, on peut en parler. En tout cas, dans des bulles temporelles, c'est une certitude. Et puis, elle va au plus près de ce qu'elle pense être vos réflexes permanents pour contribuer à viraliser, tout ça. Et maximiser votre ça arrive, présence. On arrive à un moment donné où Facebook a une telle puissance et un tel impact que, on va dire, les désordres, vous savez, ils mettent plus en avant ce qui était à un moment donné leur slogan, vous savez, c'est break things. Il fallait penser vite, agir vite et casser des choses. Ils l'ont fait. Et ils ont contribué à casser beaucoup de choses sans le vouloir, encore une fois. Casser sans doute l'espace public, certains mécanismes électoraux, on l'a vu, peut-être le rapport des adolescents à leur écran, enfin, tout ça a cassé. Bon. Et puis, forcément, à un moment donné, ça provoque une réaction. Alors, réaction réglementaire, réaction aussi en termes de connaissances, c'est-à-dire on essaye d'étudier les choses, on voit ils ont du mal encore à ouvrir totalement leurs données, mais ils y contribuent. Mais les deux grandes questions qui sont en fait les trois qui sont la connaissance de leurs effets, la responsabilité et leur modèle de gouvernance, aujourd'hui même Facebook est dedans, si j'ose dire. C'est-à-dire que oui, ils commencent à ouvrir, ils ont ouvert récemment là, sur Instagram ou ailleurs, ils ont mené une étude pendant 2 ans sur l'effet du bouton like ou pas, donc menée à bien par des scientifiques. 2, ils se sont posé la question de leur gouvernance avec leur fameux, on appelle ça en français Cour suprême, Oversight Board, en anglais est un mot à mon avis beaucoup plus, est un terme à mon avis beaucoup plus juste que le terme français qu'on emploie. Alors l'Oversight Board a des tas de défauts, mais a des tas de qualités aussi, et commence en tout cas à interroger le mode de gouvernance. Et puis sur la responsabilité, il tâtonne. Donc à un moment donné, il y a du fact-checking qui est organisé par il y a du fact-checking. Alors c'est pas facile, si on vient sur les 3 modes de responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que je partage, qui partage et comment ça se partage. Alors ils ont essayé déjà de modérer ceux qui se partageaient, c'est-à-dire l'objet, donc on essaye d'enlever les contenus, mais en même temps il y a un tel flot que c'est quasiment physiquement et même en termes d'algorithme impossible. Ensuite, ils ont commencé à se dire on va regarder qui partage. Il y a des gens qu'on va évidemment exclure. Là, on a vu effectivement jusqu'à Donald Trump qui a été exclu. Et puis, ils ont encore beaucoup de mal à admettre qu'on interroge le comment ça se partage. Parce que comment ça se partage, c'est évidemment, si j'ose dire, étudier un algorithme qui est fait pour augmenter le chiffre d'affaires. Et donc, comment ça se partage, tout d'un coup, ça donne un coût justement à la responsabilité. Mais ils y viennent petit à petit, encouragés ou forcés par les cadres réglementaires. Donc tout ça, ceci pour dire que oui, évidemment, le confinement a accéléré très fortement la plateformisation du monde, mais d'un autre côté a accéléré aussi la prise de conscience de la plateformisation du monde et donc les actions qui visent petit à petit à dire de quel monde plateformisé voulons-nous, parce qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. C'est par ça que je voulais terminer, c'est-à-dire qu'en gros, une plateforme, c'est une plateforme. Sa taille mondiale, nationale, locale, de puissance, affinitaire, ou son modèle économique par abonnement, par publicité, etc. Tout ça n'est pas déterminé par la technologie, mais par le choix des acteurs à un moment ou à un autre, et par l'existence d'un cadre réglementaire et financier.
Il n'y a pas de déterminisme technologique, mais la technologie détermine. Code is law et l'algorithme détermine. Oui, mais vous avez mentionné la civilisation du poisson rouge. Le seul but, en tout cas, ce qu'essayait de démontrer ce livre, c'était la technologie associée à un modèle économique. Oui. Parce qu'encore une fois, vous faites un Facebook sur abonnement, il ne ressemblera pas du tout à celui que vous avez aujourd'hui, mais absolument pas. Et on peut imaginer qu'il n'y aura pas ce mécanisme de polarisation et autres. Vous faites un Facebook, j'allais dire, au mode Wikipédia, c'est-à-dire uniquement basé sur la collaboration et sans monétisation, vous n'aurez pas du tout le même réseau social. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez des acteurs, y compris aux États-Unis, qui poussent pour l'émergence de réseaux sociaux, quelquefois financés par la collectivité ou par l'État, financés par les dons. Prenez l'information. Ma conviction aujourd'hui, c'est que, et ce sur quoi j'essaye de travailler un peu de temps en temps, c'est de dire les modèles économiques de l'information en ligne, à mon avis, ont des influences différentes sur le contenu que vous allez voir. C'est-à-dire que vous soyez financé par la publicité, ça amène évidemment les clickbait, ce qu'on appelle en mauvais français les articles putaclic. Oui. Donc la course à l'audience est freinée si vous êtes financé par la publicité. Oui. Ou si vous êtes financé par la brand content, il y a comment dire, cette remise en cause possible de la frontière entre publicité et contenu éditorial, même s'il y a des garde-fous. Quand vous êtes financé par l'abonnement, est-ce que ça a des conséquences ? Ça s'étudie auprès du New York Times et vous voyez que, par exemple, la couverture par le New York Times de Donald Trump a donné naissance à un certain nombre d'échanges à l'intérieur même de la rédaction du New York Times en disant est-ce qu'on n'a pas voulu trop satisfaire nos abonnés ? Oui. Et donc est-ce que là vous n'avez pas un risque, j'allais dire, de chapellisation ou d'archipélisation ? Comme pour certaines chaînes d'information. Ça c'est un peu différent, vous êtes sur la pub à nouveau, mais d'archipélisation de votre contenu. Après vous avez un modèle comme celui du Guardian qui est à la fois un modèle gratuit, mais fondé sur la contribution volontaire des gens qui le regardent. Donc tout ceci est en ce moment en pleine création, en pleine constitution, et encore une fois, la technologie n'est déterministe, ou en tout cas il y a de déterminisme technologique qu'à partir du moment où c'est associé à un modèle économique. Oui. Je ne pense pas que la technologie elle-même, sans qu'on y associe un modèle économique, ait des conséquences immédiates. Alors justement, vous parliez des grandes plateformes et du modèle économique, évidemment la question fondamentale qui va déterminer les technologies qu'on met en place. Est-ce que c'est peut-être le grand espoir qu'on peut avoir, que finalement les synergies dont on a pu rêver sur ces grandes plateformes mondiales de contenu ne soient pas si présentes et qu'il y ait donc des chances pour des acteurs plus locaux, peut-être plus adaptés à une autre forme de demande. Finalement, c'est posé la question de l'existence réelle de ces synergies, de ces effets. On sait qu'on ne regarde pas exactement les mêmes choses quand on est un Français sur Netflix, par exemple, que quand on est un Coréen. Donc, ce n'est pas les mêmes programmes. Donc, ça veut dire qu'il faut produire de toute façon des programmes différents. Et ça peut être un espoir. C'est-à-dire que les gens ne regardent pas la même chose. Donc, il y a la possibilité pour des producteurs dans des marchés locaux, d'avoir une réussite qui ne soit pas écrasée, balayée par ces immenses plateformes. Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est est-ce que Netflix standardise l'ensemble de la population mondiale ? La réponse, manifestement, est non, même si ça contribue à faire circuler des choses qui n'auraient pas circulé avant. Donc, au contraire, on pourrait presque dire ça ressemble plus à la mosaïque, à une mosaïque infinie qu'à une peinture uniforme. Oui. Chaque Netflix est différent de la même selon couleur, les pays. chaque Netflix est différent. Et puis vous avez chacun a accès à des séries auxquelles il n'aurait jamais pu avoir accès avant, qui viennent de tel ou tel pays, de tel ou tel continent ou autre. Donc si vous voulez, ça, il est évident que vous avez une capacité pour avoir l'ensemble, parce qu'encore une fois, une plateforme n'est jamais un mass média. Un mass média, c'est un même message, un même contenu pour une population prise comme un agrégat unique. Ces médias-là, depuis l'arrivée du numérique, c'est des médias massifs par le nombre d'utilisateurs qu'ils ont, mais qui s'appuient sur la multitude, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent jamais leur audience comme, j'allais dire, uniforme et unique. Et donc, en réalité,
les questions que pose Netflix, c'est moins, j'allais dire, d'une uniformisation du public, ou en tout cas le public a accès à une mosaïque, qu'à l'écrasement de la concurrence possible et à une certaine standardisation des process de production. Bon. Après, tout ne va pas dans le même sens. Moi, encore une fois, je suis pas du tout pessimiste sur ce qui arrive. Je dis que tout se joue en ce moment. Et que, me semble-t-il, les grands enjeux des acteurs de différentes tailles, mais aussi des pouvoirs publics, mais aussi des investisseurs, c'est d'assurer encore une diversité de taille, d'expression, de stratégie dans ce type d'acteurs. Nous vivons dans le moment des plateformes mondiales. Ça ne veut pas dire qu'à côté, il n'existe pas d'autres capacités de création. Netflix a été à un moment donné, ou est toujours, une espèce de plateforme attrape-tout. Maintenant, elle est concurrencée par des plateformes de taille quasiment similaire, en tout cas dans les termes de capacité d'investissement des choses qui arrivent là. Donc le premier effet possible, c'est celui d'éviction des talents. Mais après tout, quand j'allais dire la demande de talent est à ce point forte, on peut imaginer que du côté de l'éducation ou autre, il va y avoir beaucoup plus d'expression de talent possible. Alors, l'un des effets évidemment des médias, c'est ce qu'on appellerait le soft power. Et en faisant ça, je trahis justement que, en utilisant le terme anglais, je trahis justement que ce soft power, il est d'ores et déjà, il nous vient de l'étranger. Cette influence culturelle, peut-être on peut appeler ça comme ça, est très très forte, portée donc par des plateformes qui sont en majorité extérieures. Donc, l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est dans cette fameuse exception culturelle française, cette capacité de la culture proprement française à s'exprimer. Est-ce que les nouvelles formes de médias peuvent être un levier pour continuer à son développement, ou est-ce qu'on peut être plutôt pessimiste ? Là encore, si vous voulez la réponse, pardon, je ne fais que des réponses ambivalentes aujourd'hui, mais tout ça est très complexe. Donc on vit dans un moment de très grande ambivalence. Bien sûr. Parce que du côté, j'allais dire, de l'expression des talents ou de la capacité d'expression, le fait d'avoir, j'allais dire, plusieurs supports, presque une infinité de supports aujourd'hui pour exprimer votre talent, ça encourage fortement l'expression de ces talents. Donc moi, je crois que les créateurs français, les auteurs français, comme ceux d'autres pays, n'ont jamais eu autant de possibilités de créer, et ça ne peut être que positif pour l'exposition. Après, la question, c'est de savoir si la culture, à un moment donné, d'un pays, ce qui fait sa spécificité, peut se passer, non pas de vecteur de distribution, mais on est passé, vous savez, avec le numérique, de la distribution à la découverte. Comme on est dans un moment d'hyper-offre, en réalité, l'essentiel n'est plus de distribuer votre contenu, ce que à peu près tout le monde peut faire aujourd'hui, mais de le faire découvrir. Et le faire découvrir, ça veut dire effectivement maîtriser des interfaces qui elles-mêmes maîtrisent la donnée. Donc aujourd'hui, on peut... la capacité de faire découvrir, c'est forcément une excellence technologique. Et ce que je crois, l'enjeu aussi de l'exception culturelle, si on l'appelle comme ça, en tout cas de la capacité d'expression culturelle européenne ou française, c'est de ne pas faire une croix sur le couple créativité ou création culturelle et maîtrise technologique. Et encore une fois, la maîtrise technologique, c'est-à-dire la capacité de faire découvrir, donc de créer des interfaces et de maîtriser la donnée, pour moi, fait partie aujourd'hui de l'enjeu de l'exception culturelle. Je pense que c'est vraiment absolument nécessaire de ne pas séparer les deux. Et le danger qu'il y aurait, mais l'Union européenne a l'air d'en avoir pris parfaitement conscience, c'est de dire à nous la création, à eux, et imaginer que c'est la distribution. Mais ça n'est pas la distribution. C'est beaucoup plus que la distribution. C'est la capacité de faire découvrir, la capacité d'interagir avec l'utilisateur, la capacité de marier à un moment donné les données associées à une œuvre avec les données associées à un public. Et donc ceci est absolument essentiel. C'est le chemin d'accès. Et l'exception culturelle passe forcément par la capacité de créer et la capacité de maîtriser aussi un chemin d'accès. Et là, je pense que l'enjeu des prochaines années, il est là aussi.
Peut-être que justement, il y a une chose très positive dans ce qui est en train de se passer, c'est que tout le système de production culturelle se pose plus que jamais, peut-être enfin, la question de sa rencontre avec le public. Et d'ailleurs, elle a les moyens technologiques de voir, de quantifier parfois cette rencontre technologique peut-être encore mieux qu'elle ne le faisait autrefois. Est-ce qu'elle en a les moyens, si vous voulez? Aujourd'hui, Netflix là, mais Oui. Apple ne vous donne pas les statistiques, par exemple. Non, ils les gardent bien pour eux parce que Voilà. ça a trop de valeur. Oui, Voilà, c'est donc vrai. ça se négocie aussi. Oui. Donc à un moment donné, si vous voulez, là aussi, je pense que c'est très très important d'arriver à maîtriser encore une fois cette rencontre-là. La rencontre, c'est pas juste je mets une œuvre Oui. et je la mets dans l'océan, dans un océan dont je ne maîtriserai rien. L'accès aux données, l'accès à vos statistiques, encore une fois, après vous en faites ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que tout le moi j'aime beaucoup qu'on me dise qu'on est dans des industries d'offres, c'est vrai. À Arte, on est vraiment dans une politique de l'offre, mais une politique de l'offre, ça ne veut pas dire ne pas savoir comment votre offre est reçue. Or c'est ça qui est essentiel, c'est de savoir comment vous êtes reçu. Et puis, parce que la façon dont vous êtes reçu aussi, c'est la façon dont vous avez une relation après avec ce public. Et donc, si vous voulez, on imagine un peintre qui n'aurait jamais de capacité de faire visiter son atelier ou d'aller en galerie quand il expose et qui ne pourrait jamais pouvoir parler à des gens qui regardent son tableau. Oui. C'est la même chose. Oui. Et donc, sauf qu'aujourd'hui, cet aspect-là des choses est un défi technologique et économique. Alors Arte, il a des statistiques sur les gens qui regardent, sur les programmes qui ont le plus de succès. En quoi ça va changer votre offre? Est-ce qu'il y a une réflexion sur ce qui est le plus regardé, ce qui n'est pas regardé? Encore une fois, c'est comme de l'algorithme tout à l'heure, si vous voulez. Le fait de connaître la réaction du public. D'abord, il y a la réaction, j'allais dire, quantitative. Oui. Combien de personnes, qui. Il y a la réaction. Il y a avoir vu et aimé, ce qui n'est pas la même chose nécessairement. Exactement. Oui. Il y a la réaction dans le temps. Je suis resté, j'ai vu, il y a la réaction à aimer. Donc, si vous voulez connaître la réaction du public, l'accueil du public, et le connaître dans toute sa spécificité et dans toute sa complexité, et même dans son ambivalence, c'est forcément une richesse. Bien sûr. Et vous imaginez bien qu'à Arte, nous ne faisons pas les programmes en vue d'essayer d'avoir une audience maximale, sinon la chaîne ne ressemblerait évidemment pas, et sa plateforme non plus, à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais encore faut-il, si vous voulez, connaître, savoir, interroger, interagir avec les gens qui vous regardent. On est à leur service. On est à leur service dans une ligne éditoriale qui n'est absolument pas déterminée par le niveau d'audience, mais qui est une ligne éditoriale choisie, qui met en avant les grands récits, met en avant évidemment le monde de la culture, est européenne, etc. Cette ligne éditoriale, elle est là. Elle vise à rendre en plus, j'espère en tout cas, accessible la complexité du monde et accessible la beauté du monde, c'est ce qu'on dit. Ce qui n'empêche pas d'avoir des chiffres qui sont très bien orientés, si je ne me trompe pas, chez Arte. C'est très bien orienté parce que nous pensons justement qu'on répond à ce contrat qu'on a. On demande peut-être l'attente qui trouve tout d'un coup une offre qui ne soupçonnait pas nécessairement. Vous savez, vous avez mentionné, je venais de la presse écrite. Oui. En presse écrite, il y a ce qu'on appelle le contrat de lecture. Ben, c'est pareil en télévision ou en plateforme. Vous avez un contrat implicite avec les gens que vous servez. Le contrat implicite d'Arte, ce n'est pas demain de faire de la télé-réalité qui va faire une grande audience. Je briserai le contrat qui nous lie avec les gens qui nous font confiance. Mais la confiance, elle se base aussi sur la connaissance du public. Et encore une fois, la capacité de faire découvrir. Parce que faire découvrir, c'est proposer quelque chose. Aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas à un moment donné l'interface numérique et la plateforme qu'on appelle de distribution, mais qui va bien au-delà de la distribution, parce que ce n'est pas juste une mise à disposition, c'est une mise à disposition contextualisée dans un océan d'infini de contenu. Si vous ne maîtrisez pas ça, mais vos utilisateurs ne savent même pas que telle ou telle chose existe. Bien sûr, c'est le grand risque.
Alors, vous insistez sur la notion qui me paraît passionnante de faire découvrir, parce que justement, elle nous ramène à cette question des algorithmes. L'algorithme qui est accusé souvent de créer justement cette bulle cognitive, qui fait que très paradoxalement, là où il est censé vous montrer ce qui pourrait vous intéresser, en fait, il finit par vous enfermer et de vous montrer que les mêmes choses, voire dans certains cas, les choses délirantes, et avec évidemment toutes les théories du complot et l'effet sur la fabrique de l'opinion qu'on connaît. Alors, comment travailler contre justement cet effet de fermeture qui se développe à travers l'algorithme? Alors chez Arte par exemple, alors chez Arte, il n'y a pas d'algorithme. C'est simple pour le moment, il n'y a pas d'algorithme. Oui, c'est simple. C'est à l'ancienne en fait en quelque sorte. Oui, c'est humain. Non mais humain. Attendez, vous avez un algorithme, ça recommande quelque chose. Oui. Okay. Donc en fonction de ce que vous avez. Donc vous avez, on va en reparler. Oui. Après vous avez plusieurs formes de recommandations. Oui. Vous avez effectivement la recommandation algorithmique. Oui. Vous avez aussi la bonne vieille recommandation humaine. De gens qui éditorialisent le site, qui mettent en avant. Ça, c'est plutôt celle qu'on promeut chez Arte aujourd'hui. Vous avez la recommandation. Donc, elle est uniforme, elle ne dépend pas de qui regarde. Exactement. Vous avez ensuite la recommandation sociale via les réseaux sociaux, et puis la recommandation, j'allais dire, le bouche à oreille aussi, à l'ancienne ou par critique. Si on prend la recommandation algorithmique, un algorithme, c'est juste une formule mathématique, il fait ce que vous lui dites de faire. Oui. Moi, et donc, on parle beaucoup des bulles cognitives ou autres, j'en parle effectivement dans mon ouvrage, mais encore une fois, on parle encore une fois de bulles cognitives, d'algorithmes qui ont été faits pour capter le plus d'attention possible pour des raisons de modèle économique. J'y reviens toujours. Parce que les algorithmes de Facebook, de YouTube, etc. sont faits pour une seule chose, capter le maximum d'attention, donc vous retenir, vous hooker, comme on dit, avec du mot crochet, faire du brain hacking, comme on le dit, pour retenir le plus possible votre attention. Donc l'algorithme, il vous enferme tout en augmentant la dose petit à petit de ce qu'il vous donne, parce qu'on lui demande de vous enfermer. J'ai été très marqué, je fais du numérique depuis maintenant 22 ans. Depuis le début. Non, mais quand même pas loin. Et en tout cas, du numérique grand public, ça oui. Et donc, j'ai fait du numérique avant Facebook, et même quand Google était tout petit. Et si vous voulez, je me souviens très très bien, ça devait être, figurez-vous, en 2005 ou 2004. Déjà, chez Google, je me souviens qu'un des responsables de leur moteur de recherche avait dit « Un de nos enjeux, c'est de mettre de la sérendipité dans un moteur de recherche. » Donc déjà, il se posait la question de dire… Sérendipité, pour les téléspectateurs, ouais, c'est le hasard. La découverte au hasard. La découverte au hasard. C'était un mot très à la mode au milieu des années 2000, qui a complètement disparu depuis. Chez les anglo-saxons, c'est assez utilisé, mais pas tellement en France. En France, ça a disparu, mais c'était à la mode à l'époque. Donc tout le monde parlait de sérendipité, qui est juste le hasard de la découverte. Et il disait, comment je mets du hasard dans un moteur de recherche? Et il disait, mathématiquement, c'est très très difficile. Ah oui. Mais souvent, vous avez des gens aussi qui parlent en disant comment on met dans l'algorithme du hasard, de la découverte, du fait qu'à un moment donné, tout ça, c'est des formulations mathématiques. Si aujourd'hui les grandes plateformes sociales ne le font pas, c'est pour des raisons, encore une fois, économiques. Pour Netflix ou autre, l'algorithme vise seulement à réduire le temps que vous allez mettre à trouver votre nouvelle série. Vous savez qu'aujourd'hui, on pense que le temps de recherche sur Netflix, quand vous passez d'une série à une autre, c'est plus de 15 minutes. Donc pour eux, c'est une perte d'efficacité colossale. Et donc leur grande angoisse aujourd'hui, c'est de dire comment on réduit ce temps-là. D'où le carrousel en haut qui éditorialise avec la bande-annonce qui passe, d'où le fait que vous n'avez plus vraiment de page série ou de page programme. Tout de suite, vous cliquez, vous êtes dedans, parce qu'il vise à réduire votre temps d'insatisfaction quand vous… Qui est le risque que vous partiez, du coup. Que vous partiez, que vous disiez c'est trop compliqué. Vous vous souvenez pas, mais… il y avait une chanson de Springsteen dans les années 2000 qui disait « J'ai 57 chaînes et il n'y a rien à la télé ». 57 channels, expérience qu'on a tous fait. Tous vu. Et quand vous faites des recherches, vous apercevez que du genre, il n'y a rien à la télé, vous le dites quand vous avez plus de 150 chaînes. Que paradoxalement, quand vous avez que 3 chaînes ou 4 chaînes, vous ne dites jamais il n'y a rien à la télé ce soir. C'est ce que Barry Schwartz a appelé le paradoxe du choix, c'est-à-dire quand vous avez trop de choix, vous ne savez plus choisir. Vous êtes naturellement, nous tous, insatisfaits. Parce que le choix est tellement compliqué, vous n'arrivez pas à le faire. Donc Netflix, qui est une richesse, enfin en tout cas en termes de volumétrie inouïe, risque paradoxalement de générer chez vous de l'insatisfaction.
Oui. Et vous avez ce risque-là de dire, en fait, il n'y a plus rien dessus. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de choses, évidemment. Jamais. Et que c'est évidemment totalement faux. Il y a plein de choses. Et donc, c'est pour ça que leur enjeu, et leur enjeu algorithmique, c'est de réduire le temps que vous allez mettre à faire votre choix, parce qu'ils savent que le majeur endroit où peut naître l'insatisfaction, c'est dans ce moment où vous n'arrivez pas à faire votre choix. Dans l'interstice. Bon. Mais sur les autres, il s'agit de vous enfermer pour vous garder le plus longtemps possible avec l'autoplay, etc. Donc les algorithmes aujourd'hui ne vous enferment qu'à partir du moment où ils visent à vous garder prisonnier le plus de temps possible chez vous. Moi, je crois quand même qu'on va voir arriver de nouvelles formes algorithmiques un peu partout, ça se calcule ou autre. Il ne faut pas diaboliser l'algorithme. Moi, j'ai plutôt tendance, comme vous l'avez compris, à diaboliser le modèle économique. C'est-à-dire que je crois, même quand on regarde dans l'histoire des médias, l'économie de l'attention, en fait, à ma connaissance, la première fois que c'est utilisé en termes universitaires, c'est à la fin des années 60, pour qualifier le broadcast média, en fait, du début des années 20. Non pas technologiquement du début des années 20, mais à partir du moment où la publicité s'invite. On essaye de retenir, ça devient un enjeu. Voilà, donc retenir l'enjeu d'audience. Quand vous regardez bien, même aux États-Unis ou ailleurs, toute l'économie du broadcast a toujours été à un moment ou un autre régulée, encadrée. On n'a pas laissé l'économie de l'attention broadcast. Sur le type de publicité, la durée, le nombre de couples. Le type de publicité, la durée, le nombre de couples, le fait qu'on coupe bien, on fait bien une différence entre la publicité et non. Je rappelle, aux États-Unis par exemple, c'est sous la pression des associations de consommateurs que les radios dans les années 20, à la fin des années 20, ont réussi totalement à séparer la publicité des programmes. Enfin, on dire attention, une page de publicité, etc. Donc, il y a eu un apprentissage. Tout le temps. Effectivement. Et donc là, on a été dans un moment où l'économie de l'attention sur les plateformes a été non encadrée. Totalement. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les effets n'étaient pas étudiés. Or, cette économie-là est beaucoup plus efficace que l'économie du broadcast, parce qu'elle maîtrise la data individuelle, parce qu'elle a des outils dans le dark design ou autre pour retenir l'attention. Et donc, c'est le moment où il faut étudier les effets et obliger effectivement les plateformes à étudier les effets. Vous avez par exemple quelqu'un qui a rejoint le CSA comme Benoît Loutrel, qui avait fait, à mon avis, un formidable rapport sur Facebook qui disait qu'il faut arriver dans des logiques presque d'audit, c'est-à-dire de même façon qu'on audite les banques par exemple, il faut auditer les plateformes sur l'effet de leurs algorithmes sur les individus. Donc connaître, auditer, la gouvernance et puis la responsabilité. Si je comprends bien, il y a deux espoirs possibles. Un, l'évolution du modèle économique, émergence de modèles un peu différents, comme on a vu que dans la presse par exemple, la presse payante, enfin certaines presses payantes arrivaient enfin à survivre, là où on avait pu en douter à un moment donné avec le déferlement du gratuit. Et deux, quand même régulation qui fait qu'on va accoucher de règles qui pourraient nous permettre d'obliger ceux qui ont des modèles économiques qui n'ont pas changé, toujours basés sur l'intérêt objectif de nous avoir le plus longtemps possible, à essayer de limiter les effets en essayant quasiment de nous sortir volontairement, de nous attraper vers d'autres choses et donc forcément de jouer contre eux nécessairement, mais ce serait l'effet de la régulation. C'est un peu ça l'idée. Il y aurait deux espoirs possibles. D'abord, oui, c'est-à-dire que les modèles économiques se complexifient et le cadre dans lequel ils peuvent s'établir petit à petit s'établit, c'est-à-dire le cadre se précise. C'est tout ce qu'il... Moi, je ne suis pas du tout pour le démantèlement des réseaux sociaux, ni la diabolisation. Ces acteurs-là, je les ai connus, si j'ose dire, émergents, petits. On voit bien comment, à un moment donné, si vous voulez, ça se développe. Et aujourd'hui, ça n'est même plus le cas. Je pense que le moment paroxystique de l'économie de l'attention, c'est il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. D'ores et déjà aujourd'hui, on en revient à ce qu'on disait, on voit bien que même s'ils y vont bon gré, mal gré… On a déjà progressé, on est déjà dans une phase de reflux. Parce que politiquement, on a quand même vu le top du top en termes de conséquences, peut-être avec le Capitole ou des choses comme ça. Et on se dit, est-ce qu'on a commencé le reflux? Est-ce que ça y est, le niveau baisse ou pas? En tout cas, les acteurs commencent à changer leur comportement. Ils ne disent plus… Ce n'est pas notre problème. Rappelez-vous quand même, 1 an avant l'élection de Donald Trump, Mark Zuckerberg, je ne sais plus, je crois que c'est les vendredis,
il se réunit toujours avec son... Il fait une espèce de keynote improvisée où il répond aux questions. Et un an et demi avant l'élection de Donald Trump, il y a une question d'un des membres de Facebook qui dit « Est-ce qu'on n'est pas en train de favoriser Trump ?» Et il répond en disant « Mais ce n'est pas la question. Nous, on est neutre. » On est neutre, oui. Sous-entendu, notre effet est neutre. Aujourd'hui, qu'il le fasse... Plus personne ne soutiendrait. Qu'il le fasse, j'allais dire, de façon joyeuse de bon cœur, ou obligée. Aujourd'hui, il admet une responsabilité, il admet des effets, puisqu'il cherche à les corriger. Donc à un moment donné, même d'ailleurs, on parlait de la pandémie, vous avez Facebook, YouTube, etc., qui ont relayé à un moment donné quand même les messages de prudence, et puis qui ont essayé de tuer les messages complotistes. Bon, ils y arrivent pas. Mais quand même, moi je remarque qu'en un an et demi, aucune plateforme ne dit aujourd'hui « je suis irresponsable ». Ils disent tous « oui, j'ai un degré de responsabilité ». Aucune plateforme ne dit « je vais faire ce que je veux sans modèle de contre-pouvoir interne ou externe », puisque même Facebook a créé un oversight board. Et aucune plateforme ne dit « il n'y a rien à savoir ». Il mène à bien des recherches, il s'associe à la recherche universitaire. Donc si on prend un peu de recul, les choses ont l'air quand même d'avoir basculé un petit peu dans le bon sens. Et en tout cas, je pense que c'est le sens vers lequel on va. Je pensais aussi, en vous écoutant, à l'action de Twitter qui, pendant la campagne américaine, a bloqué la capacité de retweeter sans lire ou sans ajouter un commentaire. Exactement, mais pour regardez diminuer la viralité. Même leur projet Bluebird en ce moment, alors petit ou pas, qui est de dire, en fait, parce que si on rentre un peu dans la technique, mais je ne veux pas évidemment ennuyer tout le monde, la problématique de ces plateformes mondiales, c'est qu'elles ont, entre guillemets, des rules of speech, donc des régulations du discours uniques pour le monde entier. Donc imaginez, on a tous des règles induites de discours ou autres. Et donc on se dit déjà, moi j'ai toujours dit, un réseau social, c'est à la fois de l'information, de l'influence, et puis aussi de la discussion dans tout ce qu'elle peut avoir, d'excessif, de vaseux, d'exubérant, de rigolo, etc. Déjà se dire, pour les trois univers, on a les mêmes rules of speech. Mais vous dire pour tous les pays de la planète, tous les âges, toutes les sociétés, pour tous ces trucs-là, on a le même rule of speech, ça n'a pas de sens. Ce qui choque dans un endroit ne choque pas dans l'autre, ce qui est perçu comme du second degré dans un endroit va être perçu comme du premier degré dans un autre. Et on voit bien ce qui va être interdit dans un pays, mais pas dans un autre. La mécanique est folle. Donc là aussi, cette espèce d'hypercentralisation des rules of speech de Facebook, par exemple, qui faisait que ça dépendait d'une seule personne au total, ou de deux, ou de trois, pour des milliards d'utilisateurs, dans des centaines de milliers de contextes possibles, là aussi on voit bien la limite où on arrive. Et donc à un moment ou un autre, quand vous avez Bluebird où finalement Jack Dorsey dit finalement on va essayer de dire à l'utilisateur qui pourra choisir ce que favorise son algorithme, est-ce que tu veux les trucs les plus comme ça, est-ce que tu veux ça, etc. On arrive petit à petit dans même des plateformes qui petit à petit se rendent compte qu'avoir des rules of speech uniques pour tout le monde, ça ne se joue pas. Finalement, on irait vers une sorte d'algorithme co-construit, un petit peu, avec l'utilisateur. Il y aura ça, bien sûr. Pourquoi pas évidemment. C'est vrai que c'est intéressant et ça rend assez optimiste. Alors, parlons de la télévision. J'ai envie de vous entendre sur l'opposition entre linéaire et puis VOD. Alors, on est dans un monde qui, effectivement, n'a jamais autant proposé de contenu avec une capacité, même les 100 chaînes que pouvait avoir un Springsteen il y a 20 ans, aujourd'hui c'est ridicule au sens où finalement sur YouTube vous avez virtuellement une infinité de contenus, même de chaînes d'ailleurs, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. À votre vision, est-ce que d'abord la télévision est morte? Est-ce que le linéaire est mort? Quelle forme va prendre exactement la consommation de contenu à terme? Oh là là, c'est compliqué. Oui, c'est une question vertigineuse. Mais parce que... La télévision, le problème c'est qu'en français, la télévision c'est trois choses. C'est le poste de téléviseur, c'est la chaîne de télévision et c'est le programme de télévision. Donc quand vous avez l'âge que j'ai, enfant, quand on disait regarde pas la télévision, c'était te mets pas devant le téléviseur à regarder une chaîne qui va te proposer un programme. Aujourd'hui, ces trois choses-là se retrouvent dans des contextes complètement différents et leur destin n'est pas du tout le même. Le poste, le téléviseur,
Déjà marginalisé en réalité. Mais non, en grande partie. pas du tout. En pratique, non. C'est l'écran spectaculaire. Oui. Donc c'est un écran parmi d'autres. De plus en plus, écran. Si vous voulez, c'est l'écran collectif. Oui, c'est l'écran collectif. C'est l'écran collectif et spectaculaire. Il devient entre guillemets de moins en moins bête, c'est-à-dire qu'on y met un peu plus d'intelligence. Il s'est connecté dans 80% des cas, alors soit à des réseaux managés via les box, soit au réseau ouvert, mais il se connecte petit à petit. Il est de plus en plus spectaculaire et en même temps il se banalise parce que c'est, comme vous l'avez dit, un écran parmi d'autres. Mais le téléviseur, petit à petit, on peut imaginer quand même que le temps passé devant le téléviseur va rester assez important. Oui. Ce que montrent les statistiques pour l'instant, contre toute attente. Non, parce que si vous passez du temps devant le téléviseur, vous pouvez le passer devant Netflix ou devant arte.tv. C'est ce qu'on regarde qui a changé, l'objet. Voilà, et si vous parlez à YouTube, aux gens de YouTube, ils vous disent bien que la progression de YouTube sur le téléviseur est colossale. C'est colossal, bon. Et on ne regarde d'ailleurs pas les mêmes choses sur YouTube téléviseur que sur YouTube smartphone. Ben non. C'est vrai. Oui, parce que c'est collectif, donc on ne regarde pas exactement les mêmes choses. Exactement, parce qu'encore une fois, on peut ici rappeler Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, le philosophe espagnol. Je suis moi dans mon contexte. Donc ma consommation média, elle dépend totalement du contexte d'utilisation. Et le contexte, c'est à la fois le device, le contenu et l'interface, le moment. Donc le téléviseur, ça va. Le programme de télévision, bon, je ne vais pas y revenir. Il n'y a jamais eu autant d'images, jamais autant de production. C'est assez colossal. Il n'y a pas que les séries, les documentaires, les images de flux, ça produit. Après, il y a la chaîne linéaire. Est-ce que la chaîne linéaire est morte? Il y a toujours, toujours avec, à mon avis, la mutation numérique, deux choses différentes. Il y a l'usage et le modèle économique. Moi, j'ai toujours pensé que les usages s'additionnent les uns aux autres. Parce qu'on est tous pareils. On veut toutes les solutions. Comme le livre papier, le livre numérique. Mais bien sûr, moi je veux absolument, enfin je souhaite, j'adore avoir mon journal imprimé, mais je le lis aussi sur tablette et d'avoir le choix. Je détesterais que demain, le journal que je lis me dise désormais nous ne serons disponibles que comme ça. Je dis mais attends, non, ça me va moi, tout, mobile, tablette, imprimé, tout ça me va très bien. Garde tous les usages. Et donc, dans le monde audiovisuel, il en est de même que dans tout le reste, nous souhaitons avoir tous les usages possibles. Et l'usage du linéaire, il est très fortement connoté à deux choses. Alors, à une chose que tout le monde dit tout le temps, qui est évidemment les grands événements, le grand événement sportif, la soirée politique, etc. Tout ça, on sait. Mais il y a deux autres choses pour lesquelles la télévision linéaire est très importante. La deuxième chose, c'est malgré tout l'habitude. C'est-à-dire que c'est aussi une relation d'habitude. Le rendez-vous, un peu, non? Oui, la présence habituelle. Voilà, l'écran qui vous propose, vous n'avez pas à faire un choix. Il vous propose, donc c'est comme, entre guillemets, quelqu'un qui entretient une relation avec vous, fait de rituels. Et ça, c'est aussi très important pour beaucoup de monde. Et quand on voit que certaines plateformes essayent, entre guillemets, de relinéariser un certain type de contenu, c'est qu'ils se disent... Là, il y a quand même cette capacité de donner un rituel, quelque chose d'important. Et la troisième chose, c'est évidemment faire du commun, la synchronicité sociale, très très importante. Moi, je me souviens de quelqu'un à France Télévisions, quand j'y étais, qui me disait toujours, puisque j'étais perçu comme quelqu'un qui amenait le numérique, enfin pas amené, mais enfin qui était très focalisé sur le numérique, qui me disait toujours, regarde le score, et il avait raison, le dimanche soir, de films qu'on a déjà tous vus. C'est toujours proprement et c'est le plaisir de revoir ensemble un film qu'on a pourtant vu et que si ça se trouve, on a en DVD. Dans notre propre DVD Tech. Oui, c'est bien possible. C'est pas possible, c'est certain. Et il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben oui, on a envie de regarder un truc ensemble. Et là aussi, les plateformes ne se sont pas trompées. Quand vous avez Netflix ou autre qui vous propose de faire une, entre guillemets, partie, comme ils appellent, c'est-à-dire de vous mettre en lien avec vos amis pour pouvoir regarder en même temps, au même moment, on voit ça. Et donc la chaîne linéaire sur les événements, l'habitude et la synchronicité sociale, ça a une force en termes d'usage que même si les plateformes essayent d'approcher, etc., les plateformes n'approchent pas. Donc, oui, l'usage du linéaire a de beaux jours devant lui et répond à ce besoin. Après, il y a le modèle économique qui va derrière. Et là, le modèle économique, donc si on peut dire que les usages s'additionnent, les modèles économiques, souvent, eux,
se détruisent ou au moins se challenge. Se divisent en tout cas pour la publicité. Voilà, c'est sûr, se challenge et ont tendance à être en confrontation les uns avec les autres, donc pas être une addition. Donc être patron de médias, en réalité, c'est toujours vivre dans ces deux mondes, ou plutôt avec cette injonction contradictoire de multiplier les usages et d'avoir des modèles économiques qui, par ailleurs, ont tendance de multiplier les usages de modèles économiques qui s'affrontent. Et donc, vous êtes toujours entre les deux. Et les modèles économiques, là, oui, on se dit que là, effectivement, une chaîne, j'allais dire, toute seule, avec un mode de financement non changé, dans un cadre réglementaire qui lui empêche d'avoir de la propriété intellectuelle, c'est compliqué, le modèle économique. Mais le challenge, il est avant tout économique. Je pense pour les grandes modèles, pour les chaînes gratuites financées par la publicité. Oui. Vous savez bien, on ne va pas en parler là, mais le chiffre d'affaires publicitaire de la télévision en France, en 20 ans, n'a pas varié. Toujours 3 milliards. Entre-temps, la publicité digitale… C'est divisé sur une offre… la publicité digitale a changé de nature et s'est concentré sur des plateformes. Il faut bien voir d'où on vient. Vous avez mentionné que… Enfin, j'ai mentionné tout à l'heure, je faisais du numérique. Moi, je me souviens en 2000, ce qu'on m'a dit sur la publicité numérique. Je ne dirais pas à qui. Mais quelqu'un m'a dit, tu sais, si un jour la publicité numérique arrive au niveau de la publicité du cinéma en France, ça sera le bout de la route. Alors que le cinéma, c'est quoi en pourcentage? C'est quelques pourcents. Rien du tout. Pas grand-chose. Aujourd'hui, on estime à presque 2 fois le marché publicité de la télévision, la publicité numérique en France. Personne, je me souviens quand ça l'a dépassé déjà. En l'an 2000, personne n'imaginait ça. On imaginait que ça pouvait peut-être arriver au niveau de la publicité radio. Dire à un moment donné, bon, mais en même temps, on nous aurait dit ça à l'époque, on aurait fait la même erreur, on aurait été très optimiste, on se serait dit on va tous se financer par la publicité. Oui, mais elle a changé de nature, c'est de la publicité ciblée, peu importe si c'est les mots-clés ou autres, etc. Et donc ça a migré sur les plateformes sociales. Donc ça n'est plus sur les médias. Donc le principal enjeu des chaînes linéaires à venir, il n'est pas en termes d'usage, il est en termes de modèle économique et de diversification du modèle économique. Voilà. On parlait de régulation, je crois que tout récemment, il y a quelques progrès justement sur la propriété intellectuelle de leurs œuvres par les chaînes gratuites, si je ne me trompe pas. Avec quelques… Ça évolue. Voilà, ça évolue enfin, et je crois que ça fait longtemps qu'on en parlait. Alors pour terminer, je pose la question traditionnelle. Bruno Patino, comment on choisit de devenir un homme de médias ? Alors, pour bien vous répondre, je dirais par hasard et par mémoire, en fait. Si je veux être tout à fait honnête, par hasard d'abord. Moi, je travaillais pour le programme des Nations Unies pour le développement au Chili, dans ce qu'on appelait la transition à la démocratie au Chili. C'était l'époque où Pinochet était encore commandant en chef de l'armée de terre. Et sa constitution était encore évidemment totalement, c'était elle qui structurait la vie politique du pays, et c'était un gouvernement de transition. Et un jour, j'étais dans un café au Chili où je lisais un folio, et quelqu'un s'est approché de moi et m'a demandé s'il pouvait m'emprunter le livre après. C'était pas facile de trouver des livres en français, Internet n'existait pas. Je parle de ça, on était en 91, je crois, quelque chose comme ça. Et cette personne était le correspondant du Monde. Et m'a proposé, puisqu'il repartait en France, de faire son intérim en attendant que le journal décide d'avoir… donc vous voilà correspondant du Monde au Chili. Et voilà, et l'intérim a duré, et je suis devenu correspondant du Monde au Chili. Ça, c'est le hasard. Mais la mémoire, il faut dire que c'était un univers que j'aimais beaucoup. Mon père travaillait à Radio France. Et mon grand-père avait travaillé dans les imprimeries de presse. Voilà. Donc, quand il m'a proposé ça, ça a dû évoquer un peu de mémoire enfantine. Passionnant. Merci beaucoup, Bruno Patino. Merci à vous. Merci beaucoup.